La dernière élection présidentielle organisée à Madagascar est une bonne leçon et un modèle pour l'Afrique, a déclaré le président des Comores, qui est également président de l'Union africaine, Azali Assoumani, lors de son discours durant l'événement Africa Day Level dans le cadre de la COP28 qui se déroule à Dubaï. C'est un modèle pour détruire les changements non conformes à la Constitution qui tentent aujourd'hui de s'implanter en Afrique. Permettez-moi de saisir cette occasion pour féliciter notre frère Rajolina d'avoir été élu à Madagascar dernièrement. Mais nos félicitations vont aussi au pays Madagascar, le pays voisin, pour la réussite de ce scrutin dans un cadre serein et de sécurité. Monsieur Rajolina, vous nous avez donné une très belle leçon parce que les changements anticonstitutionnels qu'on est en train de vivre en Afrique, on doit les bannir. Donc votre réussite est une très belle leçon pour rehausser l'Afrique et redorer l'Afrique que nous voulons et que nous estimons. Warren Ramkalawan a également félicité le président Andry Rajoelina au nom des Seychelles et au nom des présidents des pays de la région indiano-océanique. Il a confirmé sa volonté de collaborer et sa venue chez nous pour assister à la cérémonie d'investiture du président Andry Rajoelina le 16 décembre. But let me, on this Africa Day, first of all start by congratulating our brother from Madagascar, President Rajoelina, who is the only president-elect in our hall today, and we want to congratulate you, our dear brother from the Indian Ocean. We want to say the Indian Ocean will continue to work together, and we'll be there on the 16th to support you. Le président sénégalais, Macky Sall, a également exprimé ses félicitations et ses meilleurs vœux au président Andry Rajoelina pour sa réélection à la présidence de la République malagasy. Le président sénégalais, qui est un ami proche et a toujours soutenu le président Andry Rajoelina lors de son précédent mandat. Tout d'abord, je salue le président Andry Rajoelina, que je félicite pour sa brillante victoire. Et je félicite également le peuple malgache. L'île Maurice renforce également sa confiance en Madagascar après les résultats de l'élection présidentielle, comme l'a confirmé le Premier ministre mauricien. Selon lui, les liens historiques et amicaux entre les deux îles constituent une base pour s'unir et construire un avenir commun pour Maurice et Madagascar. Il a souligné que les relations et le dialogue entre les deux parties se sont améliorés depuis l'élection du président Andry Rajoelina pour la première fois en 2018 et le Premier ministre de l'île Maurice souhaite la poursuite de cette collaboration. Ce dernier a confirmé dans la lettre qu'il a envoyée que le président mauricien fait part des dirigeants qui assisteront à la cérémonie d'investiture du président Andry Rajoelina. Par ailleurs, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a félicité le président Andry Rajoelina pour sa réélection à la présidence de la République à travers un message sur Twitter. Le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a également félicité le président Andry Rajoelina. Maintenant que vous vous apprêtez à diriger le pays pour la deuxième fois, je peux vous féliciter à nouveau au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, a poursuivi le président Alassane Ouattara. Il a souligné dans la lettre que le peuple malagasy renouvelle sa confiance dans la réélection du président Andry Rajoelina. « 3 décembre, Journée mondiale des personnes handicapées. Le thème de la célébration de cette année est un travail décent pour les personnes handicapées. L'objectif, selon le communiqué du ministre de la Population, de la Protection sociale et de la promotion de la femme, est le développement de la nation de manière équilibrée vers l'inclusion. Le gouvernement s'est efforcé d'améliorer la loi afin de la rendre conforme à l'accord international sur les droits des personnes handicapées et à la formulation de la politique nationale pour l'intégration et l'autonomisation des personnes handicapées selon les informations. Le ministère de la Santé publique
premier partenaire de l'hôpital militaire, a réalisé des tests massifs en collaboration avec le Programme national de lutte contre le VIH-Sida au sein du ministère de la Défense nationale. C'est un événement annuel et cette fois, il a coïncidé avec la journée du 1er décembre 2023, journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. En raison de la propagation de cette maladie et de sa propagation dans de nombreuses régions à Madagascar, les tests ne se limitent pas au ministère, mais sont effectués dans toutes les branches. Il est entièrement possible de traiter le VIH-Sida si la prise en charge du patient n'est pas trop tard. Cependant, si cette maladie n'est pas traitée à temps, le système immunitaire diminue et de nombreuses maladies peuvent survenir, ce qui rend le traitement plus difficile. Il est donc important de savoir si une personne est porteuse du virus ou non. Et tous les traitements et tests sont gratuits tout en restant confidentiels selon les informations. Le ministère de la Santé publique et le ministère de la Défense nationale ont adhéré au Programme national de lutte contre le VIH-Sida en signe de leur détermination à éradiquer et à éliminer la propagation du VIH-Sida. Pour la première fois depuis que Madagascar participe à la COP, elle dispose d'un pavillon. Ce pavillon présente l'engagement de la Grande Île dans la lutte contre le changement climatique à travers des partages d'expériences, des échanges intersectoriels ou internationaux couvrant différentes thématiques. La délégation malagasy à la conférence des parties sur le climat de 2023, COP28, dispose donc d'un droit bien à elle pour présenter ses initiatives dans la lutte contre le changement. Pour cette conférence de Dubaï qui se déroule jusqu'au 12 décembre, la Grande Île aura ainsi son propre pavillon qui sera également une vitrine de Madagascar destinée à promouvoir les partenariats, notamment concernant les crédits carbone. Le ministère du Transport et de la Météorologie participe également au pavillon de Madagascar. L'engagement de Madagascar lors de la COP28 est aussi d'identifier les statistiques liées aux signes météorologiques pour prévenir les catastrophes. Aujourd'hui, 3 décembre, le pavillon de Madagascar a été consacré au thème intitulé Madagascar Day. Ce pavillon de Madagascar a été rendu possible grâce à la coopération entre Madagascar et le Service des Nations Unies dans le pays. Donc, vous l'avez dit, la fin de la prise de parole des dirigeants, le cœur des négociations débute aujourd'hui avec une journée thématique. C'est d'ailleurs la première fois qu'une journée sur la santé est consacrée à une conférence sur le climat. L'OMS estime que la pollution de l'air tue environ 7 millions de personnes dans le monde chaque année. Des millions de personnes sont aussi exposées tous les ans à des phénomènes météorologiques extrêmes. Et dès hier, 123 pays ont déjà signé une déclaration sur le climat et la santé. Son objectif est de renforcer la collaboration pour réduire les émissions et augmenter le financement des solutions en matière de climat et de santé. Les Émirats arabes unis ont d'ailleurs promis déjà 1 milliard de dollars pour accélérer les actions qui visent à protéger la santé des populations contre les conséquences climatiques. Qu'est-ce qu'il fallait retenir des premières journées justement sur les énergies fossiles par exemple ? Alors, il y a eu, par exemple, hier, une multitude d'annonces et de déclarations pour ce 3e jour de la COP28. Une vingtaine de pays, dont la France, les États-Unis ou encore les Émirats arabes unis, ont par exemple publié une déclaration demandant le triplement de la production d'énergie nucléaire entre 2020 et 2050. Certaines ONG sont toutefois très critiques de cette annonce puisque le nucléaire est une énergie à la fois coûteuse et très lente à mettre en œuvre si on la compare aux énergie renouvelable, affirme-t-elle. En parallèle, Kamala Harris, la vice-présidente américaine, a aussi annoncé l'engagement des États-Unis à verser 3 milliards de dollars au Fonds vert pour le climat, mais cette annonce est toutefois conditionnée à l'approbation du Congrès américain. Et puis notons aussi que de nombreux États ont annoncé hier une contribution au Fonds pertes et dommages. Ce fonds, dont la mise en œuvre a été adoptée jeudi pendant la COP28, a pour objectif d'aider les pays les plus vulnérables à répondre aux conséquences des catastrophes climatiques, mais les contributions sont encore largement insuffisantes selon certaines estimations. Le palais de Fenvoul, palais du roi du royaume Antemour, se trouve dans la municipalité d'Ivat, district Vuipen.
L'année 1336 marque le début du premier royaume Antémour, ce royaume qui fut aussi l'un des premiers royaumes de Madagascar. Le palais de Fenvoul est unique du fait que presque les autres royaumes de Madagascar ont fait de ce palais un modèle et un exemple d'après l'histoire. Ce palais a été classé patrimoine national et peut être visité par tout le monde. Il n'y a pas de prix d'entrée pour visiter le palais. Tout le monde peut également y demander des bénédictions, comme dans d'autres palais à travers la grande île. Cependant, certains rituels doivent être respectés avant d'entrer dans ce palais. Il est strictement interdit de manger du porc si vous avez l'intention de visiter le palais de Fenvoul. Le palais de Fenvoul a été l'un des lieux visités par les représentants étrangers et les partenaires étrangers lors de la Journée internationale des régions qui s'est tenue cette année dans la région Fitvnani. C'est au stade Manara Pinch Tambouidjachim qu'a officiellement débuté cette compétition de football organisée par la Ligue Analamang, dénommée Grand Tournoi d'Antananarivo ou GTA. Une compétition organisée pour mieux préparer la nouvelle saison qui débutera au mois de janvier 2024, a indiqué le président de la Ligue d'Analamang, Rakutor Manana Entsu, dit Tot. La Ligue a également remercié la fédération pour l'intérêt qu'elle porte à la tenue de cette compétition et son soutien pour promouvoir cette discipline. Une telle compétition est une initiative qui assure vraiment la promotion du football et qui mérite d'être soutenue, a déclaré le président de la fédération. Ces équipes s'affronteront dans ce GTA, celles déjà en Pro League et des équipes affiliées à la Ligue. Déjà, de bons résultats ont été constatés dans cette rencontre entre la Jessaya en Pro League qui a affronté le FC Rouge de Swavmaswanj, le champion en titre de la Ligue d'Analamang. Beaucoup ne s'attendaient pas à ce que le FC Rouge batte la Jessaya sur le score net de 3-0 lors de cette première journée. Mardi et mercredi, les qualifications par groupe de ce grand tournoi d'Antananarivo entreront dans la deuxième journée. Hier soir vers 22h pour la première fois, Tel Aviv a été visé depuis la première fois de la fin de la trêve, a été visé par une salve de roquettes. On peut dire qu'environ une dizaine de roquettes ont été abattues hier soir, des roquettes qui ont été tirées depuis la bande de Gaza par le Hamas sur Tel Aviv. Alors selon le dernier bilan de l'armée ce matin, les combats se sont poursuivis dans la bande de Gaza entre l'armée israélienne et le Hamas. L'armée israélienne affirme que ses avions et ses hélicoptères ont frappé plusieurs cibles du Hamas. Il s'agit d'entrées de tunnels, de centres de commandement et de dépôts d'armes. Sur Telegram, elle annonce également avoir tué 5 membres du Hamas. Hier, tout au long de la journée, si on reparle de ces sirènes qui ont continué à retentir dans le centre d'Israël, mais aussi toujours dans les villes qui se trouvent le long de la frontière avec la bande de Gaza. Et puis les bombardements israéliens continuent également de viser l'intérieur de la bande de Gaza. Hier, la région de Ran Younes a été particulièrement bombardée, massivement bombardée cette nuit également. L'armée israélienne a averti une nouvelle fois via notamment messages textos sur les téléphones la population qui se trouve à Ran Younes et leur demande une nouvelle fois de fuir vers le sud. Le Croissant Rouge palestinien a annoncé de son côté que de l'aide humanitaire avait pu rentrer dans la bande de Gaza par le point de passage de Rafah hier. Environ 100 camions ont pu rentrer, mais cette aide reste bien évidemment insuffisante quand on connaît la situation catastrophique dans laquelle les Gazaouis évoluent. Un mot sur les négociations qui sont toujours dans l'impasse, puisqu'hier les négociateurs israéliens ont quitté le Qatar. Saleh Al-Harouri, qui est un des chefs adjoints du bureau politique du Hamas, a déclaré sur Al Jazeera qu'il n'y avait plus de négociations possibles pour le moment avec Israël et qu'il n'y aura plus d'échange de prisonniers tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Alors le Hamas semble affirmer avoir libéré tous les prisonniers civils, ce que réfute Israël. Yoav Gallant, le ministre de la Défense, s'est exprimé
hier. Il a dit que le Hamas avait violé l'accord puisqu'il refuse de restituer 15 femmes et 2 enfants. Nous continuons exactement là où nous nous sommes arrêtés, a expliqué le ministre de la Défense israélien. Yelena Toupanov, 50 ans, libérée mercredi avec sa mère de 73 ans. Elles avaient été kidnappées le 7 octobre dans le kibboutz de Nir Oz et elle s'est exprimée pour la première fois devant une foule. Il y avait environ 10 000 personnes hier sur la place des otages, cette place rebaptisée place des otages depuis le 7 octobre. Elle a fait une allocution assez courte mais très émouvante puisqu'elle a dit « Sans vous, je ne serai pas là ». Il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à se mobiliser pour notamment libérer son fils Sacha qui se trouve toujours entre les mains du Hamas. Elle a dit également qu'il fallait continuer évidemment à se mobiliser pour libérer tous les otages. Je rappelle que son mari a lui été assassiné le 7 octobre. La mère de Erez et de Sahar Calderon, 12 et 16 ans, qui ont été libérés, eux, tous les deux lundi, s'est exprimée également à la tribune et devant cette foule. Et elle a dit que la première chose que sa fille lui avait dite quand elle l'a vue, elle lui a dit « Mais maman, tu es vivante » puisque les otages, à chaque fois, et c'est d'ailleurs ce qu'ils racontent lors de leur témoignage, ils ne savent pas, ils n'ont aucune nouvelle de leur famille, ils ne savent pas si leurs parents, si leurs frères et sœurs ont été tués ou pas le 7 octobre. Et c'est généralement ce qu'ils découvrent quand ils sont libérés. Je rappelle que le père de Erez et de Sahar est, lui, toujours retenu par le Hamas. Alors, les personnes avec qui nous avons pu discuter aujourd'hui, on a pu le voir, nous ont dit qu'elles étaient partagées entre différents sentiments, des sentiments très mitigés puisqu'il y a ce sentiment de joie à la fois d'avoir partagé pendant 7 jours de trêve la libération de ces otages et puis il y a toujours cette sensation de tristesse puisque comme vous le disiez 137 otages sont toujours entre les mains du Hamas. Les familles des otages ont à nouveau demandé hier au gouvernement israélien d'agir vite. Elles ont également demandé à être reçues par le cabinet de guerre, par également Benyamin Netanyahou pour savoir, depuis que la trêve a été rompue et que les combats ont repris, pour savoir quelle était la stratégie du gouvernement israélien pour faire revenir tous les otages ici sur le sol israélien. C'est dans ce quartier de l'ouest parisien, non loin de la Tour Eiffel, à la lisière du 15e et du 16e arrondissement, que l'attaque a eu lieu samedi, peu après 21 h. Un homme de 26 ans a attaqué des passants à l'arme blanche, tuant un touriste allemand avec un couteau et blessant 2 autres personnes avec un marteau avant d'être arrêté par la police. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Il a fait savoir que l'assaillant était connu des services de l'État. Ce que nous connaissons de l'assaillant, c'est qu'il est français né en France, il est né en 1997 à Neuilly-sur-Seine. Il est connu des services de renseignement et de justice. Il a été condamné à notre connaissance à 4 ans de prison, c'est l'information que j'ai au moment où je vous parle. Il les a effectués en 2016 parce qu'il avait déjà voulu passer à une action violente mais qu'il n'avait pas fait puisqu'il avait été interpellé auparavant par la DGSI. Et il est suivi par la DGSI comme personne ayant des troubles psychiatriques très importants. Il était d'ailleurs sous traitement psychiatrique et neurologique. L'homme interpellé par les policiers après une course-poursuite de l'autre côté de la Seine a été placé samedi soir en garde à vue. Le parquet national antiterroriste a indiqué s'être saisi des faits.